pendant ma césarienne, j'ai entendu la voix de ma belle-mère dans la salle d'opération qui disait « Assurez-vous de me donner le bébé en premier, pas à elle ». J'étais trop faible pour répondre. À mon réveil, des heures plus tard, mon bébé avait disparu. Les infirmières ont dit « Votre belle-mère a emmené le bébé chez elle, elle a dit que vous étiez d'accord ». J'ai hurlé que je n'avais jamais donné mon accord. Quand j'ai appelé mon mari, il a dit « Maman sait ce qui est le mieux, elle garde le bébé quelques jours ». Je suis sorti de l'hôpital contre avis médical, et j'ai conduit jusqu'à chez eux alors que je saignais encore. Ils n'ont pas voulu ouvrir la porte. Mon beau-père a crié par la fenêtre « Rentre chez toi, tu n'es pas prête à être mère ». Ma belle-sœur a posté des photos sur les réseaux sociaux en appelant mon nouveau-né, son nouveau bébé. J'ai appelé la police, mais ils ont dit que c'était une affaire de famille. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu avec une photo de mon bébé. Les plafonniers de la salle d'opération se confondaient, flous comme des étoiles à travers ma brume médicamenteuse. Mon abdomen s'était engourdi 20 minutes plus tôt, et le docteur Williams expliquait chaque étape de la procédure, avec cette voix calme et clinique que les chirurgiens perfectionnent au fil des années de pratique. Mon mari, Grant, se tenait à côté de moi dans sa blouse chirurgicale bleue, et il me serrait la main si fort que je pensais que mes doigts allaient se briser. Tout semblait irréel, comme si je regardais ma vie arriver à quelqu'un d'autre. Puis, j'ai entendu sa voix. « Assurez-vous de me donner le bébé en premier, pas à elle. » Les mots de Judith ont traversé ma conscience embrumée comme une lame. Mes yeux se sont tournés vers la fenêtre d'observation où la famille attend généralement, mais l'angle n'était pas le bon. Elle était à l'intérieur de la pièce. Ma belle-mère avait réussi, je ne sais comment, à déjouer la sécurité de l'hôpital pour entrer dans ma salle d'opération. J'ai essayé de parler, mais ma langue semblait épaisse et inutile. L'anesthésiste m'avait prévenu de la somnolence, expliquant que certains patients ont du mal à parler de manière cohérente pendant l'intervention. Ma bouche formait des mots qui sortaient comme des sons inintelligibles. Le docteur Williams a continué à travailler, tandis qu'une infirmière s'avançait vers Judith, probablement pour l'escorter vers la sortie. « Madame, vous devez quitter la salle d'opération immédiatement », a dit l'infirmière fermement. « Je suis la grand-mère. J'ai tout à fait le droit d'être ici pour la naissance de mon petit enfant. » La voix de Judith montait dans les aigus, pleine d'indignation. La main de Grant a glissé de la mienne. « Maman, tu ne devrais vraiment pas, ne commence pas avec moi, Grant Alan Morrison. Je t'ai élevé et je sais ce qui est le mieux pour cette famille. » Ma vision a commencé à se rétrécir en tunnel. Les médicaments, le stress, la pure violation d'avoir cette femme dans la pièce alors que mon corps était littéralement ouvert, tout cela a submergé mon système. J'ai entendu le docteur Williams annoncer l'arrivée de ma fille, j'ai entendu ce premier cri ténu que chaque mère attend, et puis tout est devenu noir. Quand la conscience est revenue, des lumières fluorescentes agressives avaient remplacé la lueur plus douce de la salle d'opération. Ma gorge était comme du papier de verre, et chaque léger mouvement envoyait des ondes de choc de douleur à travers mon abdomen. Malgré les médicaments qui coulaient dans ma perfusion, j'ai instinctivement cherché mon ventre, et je n'ai senti que des bandages. Mon bébé, ai-je croassé dans la salle de réveil vide. Où est mon bébé? Une infirmière que je ne reconnaissais pas est apparue à côté de mon lit, vérifiant les moniteurs avec une efficacité rodée. Oh, bien. Vous êtes réveillé. Vous avez eu une petite réaction à l'anesthésie, mais tout s'est bien passé pour l'accouchement. Félicitations pour votre belle petite fille. Où est-elle? Ma voix gagnait en force grâce au désespoir. L'infirmière a souri, ce sourire apaisant que les soignants utilisent quand ils pensent que vous réagissez de manière excessive. Votre belle-mère l'a emmenée à la maison il y a environ 1 heure. Elle a dit que vous en aviez discuté, et convenu qu'elle gérerait les premiers jours pour que vous puissiez récupérer correctement. C'est un arrangement si attentionné. La glace a envahi mes veines. Je n'ai jamais accepté une chose pareille. Elle ne peut pas simplement prendre mon bébé. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Votre tension artérielle grimpe en flèche. Le sourire de l'infirmière s'est effacé pour laisser place à l'inquiétude. Votre belle-mère avait tous les documents appropriés. Votre mari était juste là et a tout confirmé. Passez-moi mon téléphone. Maintenant. J'ai lutté pour m'asseoir, et une douleur chauffée à blanc a explosé dans mon abdomen. L'incision tirait sur les agrafes qui me maintenaient entière, mais je m'en fichais. Quelqu'un avait volé mon enfant. L'infirmière a récupéré mes affaires à contre-cœur dans un petit casier.
Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine déverrouiller mon téléphone. 17 appels manqués de ma sœur Ashley, 12 de ma mère, et 0 de Grant. J'ai composé son numéro. Il a répondu à la 4e sonnerie. Et chérie, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Sa voix portait cette fausse gaieté que les gens utilisent quand ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Où est notre fille, Grant? Le silence s'est étiré entre nous, 3 secondes de trop. Elle est avec maman. Je pensais que ce serait plus facile comme ça, puisque tu as besoin de temps pour guérir. Tu pensais? Ou ta mère a décidé? Ma main libre serrait le drap du lit assez fort pour faire blanchir mes jointures. Je veux récupérer mon bébé tout de suite. Allez, ne sois pas dramatique. Maman a élevé 3 enfants. Elle sait ce qu'elle fait. Tu n'as même jamais tenu un nouveau-né avant. Son ton est passé de défensif à condescendant. Elle garde le bébé quelques jours, juste le temps que tu sois plus forte. C'est logique. Rien de tout ça n'est logique. C'est mon enfant, pas le bébé de remplacement de ta mère. Mon moniteur cardiaque a commencé à biper frénétiquement. J'arrive la chercher. Le médecin a dit que tu avais besoin d'au moins 2 jours d'observation à l'hôpital. La voix de Grant a pris ce ton tranchant qu'il avait quand les désirs de sa mère entraient en conflit avec la réalité. Repose-toi, d'accord? Maman a tout sous contrôle. J'ai raccroché sans répondre et j'ai immédiatement sonné pour l'infirmière. Quand une autre est apparue, j'ai exigé mes papiers de sortie. Elle m'a expliqué la période de récupération standard, les risques d'infection, l'importance de surveiller mes signes vitaux. J'ai signé chaque décharge qu'elle plaçait devant moi avec des mains tremblantes, dégageant l'hôpital de toute responsabilité pour mes choix. Je me suis habillé, ce qui a pris 15 minutes angoissantes. Ma sœur avait préparé mon sac d'hôpital des semaines plus tôt, y mettant un pantalon de survêtement large et une chemise boutonnée qui n'irriterait pas l'incision. Chaque mouvement me rappelait que j'avais subi une chirurgie abdominale majeure plus tôt ce jour-là. Le sang suintait à travers les bandages, créant une petite tache sombre sur le devant de ma chemise, mais s'arrêter n'était pas une option. Le trajet jusqu'à la maison de Judith et Ronald s'est brouillé dans une brume de douleur et de fureur. Ils vivaient dans un de ces manoirs prétentieux de banlieue, le genre avec des colonnes qui ne servent à rien structurellement, et un garage 3 places pour la collection de voitures anciennes de Ronald. J'avais toujours détesté leur rendre visite. Je détestais la façon dont Judith critiquait tout, de mes choix de carrière à ma façon de remplir le lave-vaisselle. Ma voiture est arrivée à peine dans leur allée circulaire avant que je n'en sorte en trébuchant. Une main pressée contre mon incision. La couronne élaborée de la porte d'entrée se moquait de moi avec ses couleurs d'automne joyeuses. J'ai sonné, puis j'ai martelé le chêne quand personne n'a répondu assez vite. Ouvrez cette porte tout de suite. Ma voix est sortie plus forte que je ne me sentais. À travers les panneaux de verre dépolis, j'ai vu du mouvement. La silhouette massive de Ronald s'est approchée, mais la porte est restée verrouillée. Rentre chez toi. Sa voix a retenti à travers la barrière. Tu n'es pas prête à être mère. Tu tiens à peine debout. C'est parce que j'ai été opéré ce matin. Espèce de... J'ai ravalé l'insulte et essayé une approche différente. S'il vous plaît, Ronald. C'est ma fille. Laissez-moi juste la voir. Judith est en train de la nourrir. Tu vas juste perturber la routine du bébé. Son ombre s'est éloignée de la porte. Reviens dans une semaine quand tu auras bien guéri. Une semaine. Il voulait que je laisse ma fille nouveau-née avec eux pendant une semaine. J'ai fait le tour de la maison, scrutant à travers les fenêtres, mais les rideaux avaient tous été tirés. Mon téléphone a vibré avec un appel de Grant, que j'ai ignoré. Puis ma sœur Ashley a appelé. « Où es-tu » a demandé Ashley dès que j'ai répondu. Maman a dit que tu avais quitté l'hôpital contre l'avis médical. Je suis chez les Morrison. Ils ont pris mon bébé, H. Judith était dans la salle d'opération, et maintenant ils ne veulent même pas me laisser entrer. Les mots trébuchaient entre mes halètements, alors que la douleur irradiait depuis mon abdomen. Tu dois appeler la police. La voix d'Ashley est devenue mortellement sérieuse. Jean, tout de suite. Ce qu'ils font, c'est un enlèvement. J'ai appelé le 911 avec des doigts tremblants. L'opérateur a écouté mon explication frénétique et a envoyé des officiers à l'adresse. Ils sont arrivés en 20 minutes, 2 voitures de patrouille se garant derrière ma berline.
L'officier Ramirez était une femme dans la quarantaine avec des yeux bienveillants, tandis que son partenaire, l'officier Jenkins, semblait à peine assez vieux pour se raser. « Madame, pouvez-vous expliquer la situation ?» L'officier Ramirez s'est approché de moi lentement, observant ma posture voûtée et la tache de sang qui s'étendait sur ma chemise. Je leur ai tout raconté. Judith dans la salle d'opération, le réveil pour découvrir que mon bébé avait disparu, le refus de me la rendre. L'expression de l'officier Ramirez devenait plus troublée à chaque détail. « Vous avez accouché ce matin. » Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. « Et vous êtes déjà sorti de l'hôpital ?» « Je suis sorti parce que ma fille est dans cette maison. » J'ai pointé du doigt la structure imposante derrière nous. Ils ne veulent même pas me laisser la voir. L'officier Ramirez a échangé un regard avec son partenaire avant de s'approcher de la porte d'entrée. Ronald a ouvert. Cette fois, c'était tout le numéro de la fausse hospitalité et du grand-père inquiet. « Officier, Dieu merci, vous êtes là. » Ma belle-fille fait une sorte de crise postpartum. Elle a quitté l'hôpital sans permission et s'est présentée ici en lançant des accusations délirantes. Il a fait un geste vers moi comme si j'étais un animal enragé. « Monsieur, elle prétend que vous retenez son nouveau-né. » L'officier Jenkins a consulté son carnet. « Le bébé est-il dans cette résidence ? » « Notre petite fille est ici, oui. Ma femme s'occupe d'elle pendant que notre belle-fille se remet de son opération. » Le sourire de Ronald n'a jamais vacillé. C'est un arrangement familial. Son mari peut tout confirmer. « Pouvons-nous voir le bébé ?» a demandé l'officier Ramirez. « Bien sûr. » Ronald s'est écarté, leur permettant d'entrer tout en me gardant ostensiblement sur le pas de la porte. J'ai attendu dehors pendant 10 minutes atroces, imaginant toutes les possibilités terribles. Peut-être qu'ils étaient déjà partis avec elle par une sortie arrière. Peut-être qu'ils avaient convaincu les officiers que j'étais vraiment en train de faire une dépression. Quand la police est ressortie, l'expression compatissante de l'officier Ramirez m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Le bébé semble en bonne santé et bien soigné », a-t-elle dit doucement. « Votre belle-mère nous a montré la chambre qu'elle avait préparée, et franchement, sans preuve claire de danger pour l'enfant, cela semble être un litige familial plutôt qu'une affaire criminelle. » Un litige familial ? Ma voix s'est brisée. Ils ont volé mon bébé. L'officier Jenkins a sorti une carte de visite. Vous devrez contacter un avocat en droit de la famille. Ils peuvent vous aider à établir la garde par les voies légales appropriées. Mais pour l'instant, le père du bébé soutient le fait que ses parents s'occupent de l'enfant, et nous ne pouvons pas retirer de force un nourrisson d'un environnement sûr sur la base d'un désaccord domestique. Ils m'ont laissé debout dans cette allée prétentieuse, saignant à travers mes vêtements et les mains vides. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec une notification d'Instagram. La sœur de Grant, Brittany, avait posté une photo de ma fille enveloppée dans une couverture rose, avec pour légende, déjà tellement amoureuse de mon nouveau bébé. Vie bénie au-delà de toute mesure ma fille parfaite, pas ma nièce. Mon nouveau bébé. J'ai fait une capture d'écran de tout avant que la rage ne prenne complètement le dessus. Le trajet du retour s'est passé dans un flou de larmes et d'embardées de plus en plus dangereuses. Mon appartement semblait caverneux sans le berceau que nous avions assemblé le mois dernier, sans la table allongée remplie de couches pour nouveau-nés, sans les petits vêtements lavés avec une lessive spéciale. Ashley est arrivée dans l'heure, entrant avec un double des clés que je lui avais données il y a des années. Elle m'a trouvé sur le sol de la salle de bain, essayant de changer mon pansement chirurgical moi-même, alors que le sang trempait la gaze et que les larmes coulaient de mon menton. « Bon sang », a-t-elle soufflé, tombant à genoux à côté de moi. « Tu fais une hémorragie. On doit te ramener à l'hôpital. » Je ne vais nulle part sans ma fille. Mais au moment même où je le disais, l'obscurité s'insinuait aux abords de ma vision. Ashley a appelé une ambulance. Les ambulanciers m'ont chargé sur une civière pendant que ma sœur expliquait ma sortie non autorisée et le traumatisme récent du site chirurgical. Le docteur Williams nous a accueillis aux urgences, son expression semblant taillée dans la pierre. « Vous auriez pu mourir », a-t-elle dit sans détour une fois mes signes vitaux stabilisés. L'incision s'est partiellement rouverte et vous avez perdu assez de sang pour nécessiter une transfusion. À quoi pensiez-vous ? Je pensais que mon bébé était retenu en otage par mes beaux-parents. De nouvelles larmes brûlaient mes joues. Comment suis-je censé rester allongé ici pendant qu'elle est avec eux ? Le docteur Williams s'est assis sur le bord de mon lit d'hôpital, chose que je n'avais jamais vu un chirurgien faire auparavant. Je pratique l'obstétrique depuis 23 ans.
Ce que votre belle-mère a fait dans cette salle d'opération était sans précédent, et totalement inacceptable. J'ai déjà déposé une plainte officielle auprès de l'administration de l'hôpital concernant la faille de sécurité. Ça ne m'aide pas à récupérer ma fille. Non, mais ceci pourrait t'aider. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un fichier vidéo. Le protocole du bloc opératoire exige l'enregistrement de toutes les procédures pour la protection juridique. Je ne suis pas censé partager ceci, mais vu les circonstances. La vidéo montrait tout. Judith bousculant une infirmière. Sa demande de recevoir mon bébé en premier. Le chaos qui a suivi quand je suis entré en détresse. Le docteur Williams avait capturé chaque seconde de cette violation. Merci, ai-je chuchoté. Au cours des 2 jours suivants, j'ai monté mon dossier depuis un lit d'hôpital. Ashley a contacté 3 avocats en droit de la famille avant de trouver Patricia Kidding, une femme féroce dans la cinquantaine qui avait bâti sa réputation sur les batailles pour la garde d'enfants. Elle est arrivée dans ma chambre d'hôpital avec une mallette en cuir et des yeux qui auraient pu couper du verre. Racontez-moi tout, a dit Patricia en sortant un bloc-notes. J'ai raconté tout le cauchemar pendant qu'elle prenait des notes méticuleuses. Quand je lui ai montré la vidéo de la salle d'opération, sa mâchoire s'est contractée. C'est bon. Très bon. Patricia a tapoté son stylo contre le bloc. Nous allons déposer une motion d'urgence pour le retour immédiat de votre enfant. La preuve vidéo de la conduite de votre belle-mère, combinée à la complicité de votre mari dans l'enlèvement du bébé sans votre consentement, nous donne un dossier solide. Combien de temps cela prendra-t-il? Je peux déposer les papiers d'ici la fin de la journée. Nous demanderons une audience d'urgence pour demain après-midi. Patricia m'a regardé droit dans les yeux. Mais je dois savoir, êtes-vous prête à ce que les choses deviennent vilaines? Parce que Grant devra choisir entre vous et sa mère. Et d'après son comportement jusqu'à présent, il l'a déjà choisi au moment où il l'a laissé prendre notre bébé. La motion a été déposée à 16h47. À 18h23, mon téléphone a explosé d'appels de Grant, Judith, Ronald et de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous ignorés sur les conseils de Patricia. À 20h15, un SMS est arrivé du téléphone de Brittany. C'était une photo de ma fille. Elle dormait dans un berceau élaboré, entourée d'animaux en peluche coûteux. Tout semblait immaculé et parfait, comme une chambre d'enfant d'un magazine. Mais c'est la légende qui m'a glacé le sang, elle est si heureuse ici. Pourquoi voudrais-tu gâcher ça? J'ai transféré le message à Patricia immédiatement. Elle a rappelé en quelques minutes. C'est du harcèlement et potentiellement de l'intimidation de témoins. Je l'ajoute à notre dossier. Sa voix portait une satisfaction sinistre. Ils creusent leur propre tombe. La nuit précédant l'audience, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Judith dans cette salle d'opération, je l'entendais réclamer mon bébé. Ashley est resté avec moi, somnolent dans la chaise d'hôpital inconfortable pendant que les infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux et changeant les poches de perfusion. Vers 3 heures du matin, ma mère est arrivée avec du café et ce genre de détermination sombre qu'elle réservait habituellement à la saison des impôts. « Tu vas la récupérer », a dit maman, s'asseyant sur le bord de mon lit. Et ensuite, nous allons nous assurer que ces gens ne s'approchent plus jamais de vous deux. Mon père est arrivé à l'aube avec des sandwichs pour le petit déjeuner que personne ne pouvait avaler. Il faisait les 100 pas dans la chambre d'hôpital comme un animal en cage, son calme habituel d'ingénieur remplacé par une rage à peine contenue. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a-t-il marmonné. La façon dont cette femme te parlait à Noël, les commentaires sur ton poids, ton travail, tout. Je pensais que c'était juste des trucs typiques de belle-mère, mais ça. Papa, tu n'aurais pas pu savoir qu'elle ferait ça. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Il a arrêté de marcher et m'a regardé directement. Grant a toujours été faible avec elle. Même quand vous sortiez ensemble, je remarquais comment il changeait quand elle appelait. Comme une marionnette sur des fils. L'audience d'urgence a eu lieu à 14h le lendemain. J'y ai assisté par vidéoconférence depuis mon lit d'hôpital, encore trop faible pour voyager en toute sécurité. Grant est apparu en personne avec un avocat que ses parents avaient engagé, un avocat d'affaires aux allures lisses qui se spécialisait dans les contrats commerciaux, pas en droit de la famille. La juge Morrison, aucun lien de parenté, heureusement, était une femme noire dans la soixantaine, avec des lunettes de lecture perchées sur le nez et une tolérance zéro pour les absurdités. Elle a examiné notre dossier, puis a tourné son attention vers l'avocat de Grant. Maître Hoffman,
vos clients ont retiré un nouveau-né de l'hôpital sans la connaissance ou le consentement de la mère. Comment justifiez-vous exactement cela? Hoffman a remué ses papiers nerveusement. Votre honneur, mon client a agi de bonne foi, comprenant que sa mère fournirait des soins supérieurs pendant la période de rétablissement de sa femme. Il n'y avait aucune intention malveillante. Bonne foi. La juge Morrison a retiré ses lunettes et a fixé Hoffman avec un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. J'ai visionné les images de la salle d'opération soumise par Maître Kidding. Madame Morrison Senior a enfreint la sécurité de l'hôpital, est entrée dans un environnement chirurgical stérile sans autorisation, et a exigé la garde d'un enfant avant même que la mère de cet enfant n'ait repris conscience. Où est la bonne foi là-dedans? Hoffman a ouvert la bouche, mais la juge Morrison n'avait pas fini. De plus, lorsque la mère, qui venait de subir une intervention chirurgicale majeure, a tenté de récupérer son enfant, on lui a interdit l'entrée au domicile des grands-parents. La police a été appelée. Elle a été forcée de choisir entre sa santé physique et son nouveau-né. La voix de la juge est descendue à un niveau dangereux. Et votre client, Monsieur Grant Morrison, a soutenu tout cela. Sa propre femme, saignant à travers ses vêtements sur le seuil de ses parents, et il a choisi sa mère plutôt qu'elle. Expliquez-moi cela. Mon client essayait de s'assurer que le bébé reçoive des soins adéquats. La mère du bébé représente des soins adéquats. Le marteau de la juge s'est abattu lourdement. À moins que vous n'ayez des preuves suggérant le contraire. Une documentation médicale d'incompétence? Une évaluation psychiatrique indiquant un danger? Hoffman n'avait rien, et nous le savions tous. Votre honneur, si je peux me permettre, a interjeté Patricia doucement. Nous avons également reçu des messages de harcèlement contenant des photos du nourrisson, clairement destinés à intimider ma cliente pour qu'elle abandonne cette action. Elle a soumis la capture d'écran comme preuve. L'expression de la juge Morrison s'est encore assombrie en lisant la légende. Monsieur Morrison. La juge s'est adressée directement à Grant. Avez-vous envoyé ce message? Non, votre honneur. Le visage de Grant était devenu pâle. Je ne sais pas qui a envoyé ça. Mais la photo a été prise dans la maison de vos parents, c'est votre fille, alors qu'elle était sous leur garde avec votre approbation. La juge Morrison a laissé ses mots faire leur effet. Quelqu'un dans la maison a envoyé un message menaçant à une femme se remettant d'une chirurgie, tentant de la contraindre à abandonner ses droits parentaux. Et vous attendez de ce tribunal qu'il croit que vous n'en saviez rien? L'avocat de Grant lui a chuchoté quelque chose d'urgent. J'ordonne le retour immédiat de l'enfant mineur sous la garde de sa mère, a déclaré la juge Morrison. Monsieur Morrison, vous allez récupérer votre fille au domicile de vos parents et la mener à l'hôpital où votre femme se rétablit actuellement, et ce dans les 3 prochaines heures. Le non-respect de cette ordonnance entraînera des accusations d'outrage au tribunal et d'éventuelles poursuites pénales. Suis-je clair? Oui, votre honneur, a marmonné Grant. De plus, j'émets une ordonnance restrictive temporaire contre Judith et Ronald Morrison. Ils ne doivent pas contacter la mère ni tenter de voir l'enfant jusqu'à ce que nous puissions programmer une audience complète sur la garde. Le marteau est tombé à nouveau. La séance est levée. L'écran vidéo est devenu noir. Ashley, qui regardait depuis une chaise à côté de mon lit, a poussé un cri de victoire. On a gagné, a-t-elle dit en me serrant la main. Tu vas la récupérer. 3h17 plus tard, Grant est apparu dans l'encadrement de la porte de ma chambre d'hôpital, portant un siège auto rose. Son visage était couvert de plaques rouges, ses yeux cernés de rouge, et il se déplaçait comme un homme marchant vers sa propre exécution. Il a posé le siège auto à côté de mon lit sans croiser mon regard. Tiens, a-t-il dit d'un ton plat. J'ai baissé les yeux vers ma fille pour la première fois depuis la salle d'opération. Elle était réveillée, ses yeux sombres non focalisés mais alertes. De minuscules points s'agitaient dans l'air. Quelque chose dans ma poitrine s'est ouvert, non pas en se brisant, mais en s'étendant au-delà de ce que je croyais possible. Je l'ai soulevée avec précaution, attentive à mon incision, et elle a émis un petit son qui aurait pu être du contentement. Grant, ai-je dit sans le regarder. Je veux divorcer. Ne sois pas ridicule. Tous les nouveaux parents ont des désaccords. Ce n'était pas un désaccord sur les horaires de repas ou l'entraînement au sommeil. J'ai finalement croisé son regard, et ce qu'il a vu dans mon expression l'a fait reculer. Tu as laissé ta mère voler notre bébé. Tu as soutenu cela, tu l'as défendu, et tu m'as laissé en train de saigner sur le seuil de tes parents. Il n'y a pas de retour possible après ça.
C'est ma fille, aussi. Sa voix s'est élevée désespérément. Tu ne peux pas simplement m'exclure. Regarde-moi faire. J'ai ajusté ma prise sur le bébé, la protégeant de sa détresse. Tu auras des droits de visite, bien sûr. Le tribunal déterminera exactement à quoi cela ressemblera, mais seulement des visites supervisées. Et ta mère ne s'approche pas d'elle. Grant a ouvert la bouche pour argumenter, mais Ashley s'est levée de sa chaise, tout son mètre 60 de sœur protectrice irradiant la menace. Tu dois partir, a-t-elle dit doucement. Maintenant. Il est parti. La porte s'est refermée derrière lui avec une finalité qui ressemblait à la fin d'un chapitre, et au début de quelque chose de tout à fait différent. Patricia Kidding a travaillé efficacement. En 2 semaines, j'avais la garde complète temporaire, Grant recevant un droit de visite supervisé chaque dimanche après-midi. Ses parents ont déposé de multiples motions essayant d'obtenir des droits de grands-parents, mais chacune a été rejetée sur la base de la décision initiale de la juge Morrison et des preuves croissantes de leur tentative pour m'aliéner de ma fille. Les visites supervisées avaient lieu dans un établissement de service à l'enfance au centre-ville. Un tiers neutre observait les interactions de Grant avec Nathalie et déposait des rapports au tribunal. Je la déposais et revenais 90 minutes plus tard, l'estomac noué tout le temps. La superviseure, une femme d'âge moyen nommée Dorothy, m'assurait à plusieurs reprises que Nathalie était en sécurité. Il est maladroit avec elle, m'a dit Dorothy après la 3e visite. Il la tient comme si elle était en verre. Il ne semble pas savoir quoi faire quand elle pleure. Mais il essaie. Essayer n'était pas suffisant. Essayer n'effaçait pas ce qu'il avait fait. Cela ne reconstruisait pas la confiance qu'il avait brisée. Mais cela signifiait qu'il suivait l'ordonnance du tribunal, ce qui maintenait notre position juridique forte. Judith a envoyé des lettres de long manifeste décousues sur ses droits en tant que grand-mère, sur le fait qu'elle avait seulement essayé d'aider, sur le fait que j'étais vindicative et cruelle. Mon avocate m'a conseillé de toutes les garder mais de ne jamais répondre. Chaque lettre devenait une preuve de son obsession continue, de son incapacité à respecter les limites. Les lettres de Ronald étaient différentes, courtes, directes, comme un homme d'affaires. Il offrait de l'argent si j'abandonnais l'ordonnance restrictive. Ça a commencé à $5 000, c'est monté à $20 000, pour finalement atteindre $50 000. Patricia a ri quand je lui ai montré la dernière offre. Il pense que c'est une négociation, a-t-elle dit. Comme si vous attendiez un meilleur prix. Certaines personnes ne peuvent vraiment pas comprendre que tout n'est pas à vendre. Le SMS, il s'est avéré, provenait du téléphone de Brittany. Elle l'avait envoyé sur instruction de Judith, pensant que cela m'effraierait et me ferait reculer. Au lieu de cela, cela nous a donné la preuve d'une conspiration pour harceler. Brittany a reçu une lettre de mise en demeure et m'a promptement bloqué sur toutes les plateformes de médias sociaux. Judith a essayé de prendre contact 3 fois malgré l'ordonnance restrictive. La première fois, elle s'est présentée à mon immeuble et a été escortée par la police. La deuxième fois, elle a envoyé un colis adressé au bébé, mais contenant une lettre pour moi disant quelle mère terrible j'étais. La troisième fois, elle a créé un faux compte sur les réseaux sociaux pour commenter les publications de ma sœur, essayant de recueillir des informations sur le développement de ma fille. Chaque violation a été documentée et déposée au tribunal. Au moment où notre audience finale sur la garde est arrivée, Judith avait accumulé assez d'accusations d'outrage pour garantir qu'elle ne verrait pas sa petite fille sans surveillance de sitôt. La procédure de divorce a pris 6 mois. Grant m'a combattu sur tout, la division des biens, la pension alimentaire, le calendrier de garde. Ses parents ont financé sa bataille juridique, jetant de l'argent aux avocats qui déposaient motion après motion inutile. Mais Patricia était meilleure, et nous avions la vérité de notre côté. La phase de communication des pièces a été brutale. Nous avons dû remettre des dossiers financiers, des SMS, des emails, tout. L'avocat de Grant a essayé de me dépeindre comme instable, utilisant ma sortie d'urgence de l'hôpital comme preuve de mauvais jugement. Patricia a contré avec la vidéo de la salle d'opération et le témoignage du docteur Williams sur la faille de sécurité sans précédent. Ils ont fait venir une psychologue nommée par le tribunal pour nous évaluer tous les deux. Le docteur Sandra Yates était une femme pragmatique dans la cinquantaine qui avait vu toutes les ruses en matière de garde d'enfants. Elle a passé 3 heures à m'interviewer, à me regarder interagir avec Nathalie, à examiner mes dossiers médicaux et la chronologie des événements. Son rapport a été accablant pour Grant. Elle a noté son incapacité à démontrer des comportements d'attachement appropriés, sa priorisation de l'approbation parentale sur le partenariat conjugal,
et son échec à défendre les meilleurs intérêts de son enfant lorsque ses intérêts entraient en conflit avec les désirs de sa mère. Le langage clinique rendait cela presque ennuyeux, mais la conclusion était claire, Grant avait échoué en tant que père et mari de toutes les manières mesurables. Ses parents ont essayé d'assister à l'une des dates d'audience. La juge Morrison les a fait expulser de la salle d'audience en moins de 5 minutes. Apparemment, Judith n'a pas pu s'empêcher de faire des commentaires sur mon apparence, mon éducation, mon caractère. L'huissier les a escortés tous les deux dehors tandis que Judith criait à propos de ses droits et que Ronald menaçait de poursuivre tout le monde dans le bâtiment. Patricia s'est penchée et a chuchoté, « Ça vient de nous gagner la pension alimentaire. » Le règlement final m'a donné la garde principale, Grant obtenant une visite pour le dîner un soir de semaine et un week-end sur 2. Il a été obligé de suivre des cours de coparentalité. Il a été explicitement interdit à sa mère d'être présente pendant son temps de parentalité, sauf si elle était supervisée par un moniteur nommé par le tribunal. Ronald a eu la même restriction pour avoir soutenu le comportement de Judith. J'ai appelé ma fille Nathalie. Pas d'après quelqu'un en particulier, j'aimais juste la sonorité quand je le lui chuchotais pendant les tétées tardives. Elle avait mon nez et les cheveux foncés de Grant, et elle a souri à 6 semaines, ce qui, selon tous les livres sur la parentalité, était trop tôt, mais je jure que c'était vrai. Ashley a emménagé avec nous pour les 3 premiers mois, aidant avec les changements de couches, les sessions de cris à minuit et la lessive sans fin qui accompagne un nouveau-né. Ma mère venait tous les mardis, apportant des repas et pliant les petits vêtements pendant que je faisais la sieste. Mon père, qui n'avait jamais été particulièrement émotif, a pleuré la première fois qu'il a tenu Nathalie. Grant se présentait pour ses visites programmées, mais il faisait juste acte de présence. Il tenait Nathalie maladroitement, faisant défiler son téléphone pendant qu'elle se tortillait dans ses bras. Quand son heure était écoulée, il la rendait avec un soulagement visible. La paternité n'était pas quelque chose qu'il avait vraiment voulu, c'était juste une autre réalisation que sa mère s'était attendue à ce qu'il accomplisse. 8 mois après la naissance de Nathalie, Grant a rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Tiffany. Elle travaillait dans le marketing et n'avait aucun intérêt pour les enfants. Ils se sont fiancés en 3 mois, et soudain, le calendrier de garde de Grant est devenu négociable. Il a commencé à manquer des visites, prétextant des conflits de travail ou des engagements antérieurs avec Tiffany. Je ne me suis pas battu. Nathalie méritait des parents qui voulaient vraiment être présents, et l'absence de Grant était plus honnête que sa participation rancunière. Nous avons modifié l'accord de garde pour lui donner une visite supervisée par mois, qu'il utilisait rarement. Judith n'a jamais cessé d'essayer de regagner l'accès. Elle envoyait des cadeaux par l'intermédiaire de tiers, des cartes adressées à son précieux petit bébé, des messages transmis par des connaissances communes disant à quel point elle aimait Nathalie et méritait de faire partie de sa vie. Chaque tentative a été documentée et déposée auprès de notre avocate. Pour le premier anniversaire de Nathalie, Judith a engagé un détective privé pour me suivre et photographier la fête. Nous ne l'avons découvert que des semaines plus tard, quand Ashley a remarqué la même voiture garée près de notre immeuble à plusieurs reprises. Une autre violation de l'ordonnance restrictive. Une autre comparution au tribunal. Une autre série d'amendes et d'avertissements. Elle ne s'arrêtera jamais, a dit Patricia lors d'une de nos nombreuses consultations. Certaines personnes ne peuvent pas accepter que leurs actions aient des conséquences. Alors elle passera sa vie à gérer ces conséquences, ai-je répondu en regardant Nathalie courir après une balle sur le sol de mon salon. J'ai fini d'essayer de raisonner des gens qui pensent avoir des droits sur ma fille. La vidéo de la salle d'opération a atterri entre de mauvaises mains d'une manière ou d'une autre ou peut-être entre les bonnes mains, selon le point de vue. Quelqu'un l'a divulguée aux médias locaux enquêtant sur les protocoles de sécurité des hôpitaux. L'histoire a tourné pendant 3 jours. Une grand-mère s'introduit en chirurgie pour réclamer un nouveau-né. Le visage de Judith était partout aux informations. Ses amis l'ont vu. Sa congrégation à l'église, les membres de son club de lecture. Les gens qu'elle connaissait depuis des décennies ont soudainement compris ce qu'elle avait fait. Et bien que certains aient défendu ses instincts maternels, la plupart étaient horrifiés. On ne viole pas l'espace d'une femme en chirurgie. On ne vole pas un bébé dans un hôpital. On ne harcèle pas une nouvelle mère jusqu'à ce qu'elle saigne. Elle a essayé de présenter cela comme un malentendu, comme un amour trop zélé pour sa petite fille, comme une tentative d'aider alors que j'étais clairement malade. Mais la vidéo ne mentait pas. Sa voix exigeant de recevoir mon bébé en premier, son mépris total pour mes souhaits, sa présence dans un environnement chirurgical stérile où elle n'avait rien à faire, tout était là en haute définition.
Ronald a demandé le divorce 3 mois après la sortie de l'histoire aux informations. Apparemment, l'humiliation publique et les factures juridiques croissantes étaient trop, même pour lui. Brittany a déménagé en Californie et a changé son nom de famille. La relation de Grant avec sa mère s'est détériorée pour devenir des appels téléphoniques trimestriels et des emails tendus pour les fêtes. Je n'ai rien ressenti quand j'ai entendu parler de la fracture de leur famille. Peut-être que cela me rendait froide, mais j'avais épuisé toute mon empathie pour la famille Morrison pendant ces premiers jours horribles où ils avaient volé mon enfant. Ils avaient choisi leur chemin, et maintenant ils le parcouraient seuls. Nathalie a eu 2 ans, puis 3. Elle a commencé l'école maternelle, s'est fait des amis et a appris à dire « maman » avec une clarté parfaite. Elle avait mon entêtement et le rire de ma sœur, et absolument zéro patience pour l'injustice, même sous forme de tout petit. Quand un autre enfant prenait son jouet, elle ne pleurait pas. Elle marchait jusqu'à la maîtresse et expliquait très clairement la violation de propriété qui s'était produite. Grant la rencontrait pour sa visite mensuelle de moins en moins fréquemment. Tiffany était enceinte de jumeaux, et sa nouvelle famille consommait le peu de capacité émotionnelle qu'il possédait. Je ne l'ai pas culpabilisé à ce sujet. Nathalie le connaissait à peine de toute façon, et forçait une relation qu'aucun des deux ne voulait semblait cruelle. Le jour du 4e anniversaire de Nathalie, l'ordonnance restrictive finale contre Judith a expiré. Patricia a appelé pour demander si je voulais la renouveler. A-t-elle essayé de prendre contact récemment, ai-je demandé. Pas au cours des 18 derniers mois. Alors laissez-la expirer. J'ai regardé Nathalie souffler ses bougies d'anniversaire entourée de ma famille et de mes amis qui s'étaient vraiment montrés présents pour elle. Si elle a enfin appris sa leçon, ça ne sert à rien. Et si ce n'est pas le cas, nous en déposerons simplement une nouvelle. Judith n'a jamais repris contact. Peut-être qu'elle est vraiment passée à autre chose. Ou peut-être qu'elle a simplement manqué d'argent pour les batailles juridiques. Quoi qu'il en soit, elle est devenue une note de bas de page dans nos vies plutôt qu'une menace constante. J'ai fini par rencontrer quelqu'un, un homme gentil nommé Lucas qui travaillait comme physiothérapeute et pensait que ma fille était hilarante. Il n'a pas poussé à l'engagement ni essayé de remplacer Grant dans la vie de Nathalie. Il s'est juste présenté régulièrement, nous a fait rire, et a démontré à quoi ressemblait un véritable partenariat. Quand Nathalie a eu 5 ans, elle a posé des questions sur la maman de son papa. Pourquoi je ne vois pas grand-mère Judith, a-t-elle demandé au petit déjeuner. La question venant de nulle part comme le font les questions d'enfants. J'aurais pu mentir. J'aurais pu inventer une histoire confortable sur la distance ou les horaires chargés. Mais je m'étais promis l'honnêteté en toute chose, surtout avec ma fille. Grand-mère Judith a fait quelque chose de très blessant quand tu es né, ai-je dit prudemment. Elle t'a emmené loin de moi sans permission, et elle ne voulait pas te rendre quand j'ai demandé. Alors, le juge a décidé qu'elle ne pouvait pas te voir tant qu'elle n'aurait pas appris à respecter les limites. Nathalie a considéré cela avec son sérieux habituel. Est-ce qu'elle a appris? Je ne sais pas, bébé. Nous ne lui avons pas parlé depuis longtemps. Oh. Elle est retournée à ses céréales. Est-ce que je peux avoir une séance de jeu avec Emma ce week-end? Juste comme ça, la conversation était terminée. Nathalie avait l'information dont elle avait besoin et l'a classée pour un traitement futur. Peut-être qu'un jour elle voudra plus de détails, voudra tendre la main elle-même, mais ce sera son choix fait quand elle sera assez grande pour comprendre toute l'histoire. J'ai construit une vie autour de ce principe, le choix. Ma fille saura toujours qu'elle a le contrôle sur son propre corps, ses propres relations, son propre avenir. Personne ne lui enlèvera ça comme ils ont essayé de me l'enlever. La vidéo de la salle d'opération existe quelque part dans mes archives de mai, conservée comme preuve du jour où j'ai appris exactement à qui je pouvais faire confiance. Je ne l'ai pas regardée depuis la fin du procès. Certains souvenirs n'ont pas besoin d'être rafraîchis, et la cicatrice sur mon abdomen sert de rappel permanent du prix que j'ai payé pour la maternité. Mais Nathalie en valait la peine. Chaque moment de douleur, chaque bataille juridique, chaque nuit blanche à me demander si je faisais la bonne chose, elle a rendu tout cela digne d'intérêt simplement en existant, en s'épanouissant malgré le chaos de ses premiers jours. En grandissant pour devenir une petite personne féroce, drôle et brillante qui savait qu'elle était aimée inconditionnellement. Parfois, je pense à des chronologies alternatives où je n'ai pas riposté, où j'ai accepté l'arrangement de Judith et l'ai laissé élever ma fille. Aurais-je récupéré Nathalie finalement? La famille Morrison aurait-elle convaincu tout le monde, y compris moi, que j'étais inadéquate? Ma fille appellerait-elle quelqu'un d'autre maman? Je ne le saurais jamais.
Et je suis reconnaissante pour cette incertitude. Parce que dans cette chronologie la vraie je me suis tenue dans une allée enseignant à travers mes vêtements et j'ai exigé le retour de mon enfant. J'ai engagé le meilleur avocat que j'ai pu trouver et je me suis battue chaque jour jusqu'à ce que ma fille rentre à la maison. J'ai appris qu'aimer quelqu'un signifie le protéger, même lorsque la protection exige la guerre. Nathalie s'est endormie sur mes genoux ce soir, son petit corps chaud et confiant contre ma poitrine. Dehors, la pluie tapotait contre les fenêtres de notre appartement. Pas l'endroit où cette histoire a commencé, mais un espace plus grand dans un meilleur quartier avec un jardin où elle peut jouer. Lucas lavait la vaisselle dans la cuisine, fredonnant une chanson à la radio. C'était la victoire. Les moments calmes dont personne ne vous parle. Pas les déclarations dramatiques au tribunal ou les confrontations émotionnelles, mais la paix ordinaire d'un jeudi soir ordinaire. Ma fille en sécurité, ma maison sécurisée, mon avenir se déroulant sans l'ombre des gens qui ont essayé de le voler. La salle d'opération semble être une vie antérieure maintenant. Cette version terrifiée et médicamentée de moi-même, qui ne pouvait même pas parler pour défendre son bébé, semble être une étrangère. Mais je la porte avec moi quand même, un rappel de tout le chemin parcouru et de jusqu'où j'irai pour protéger ce qui compte. Judith Morrison mourra probablement sans jamais comprendre ce qu'elle a fait de mal. Grant racontera probablement à ses jumeaux une version aseptisée des événements qui le peint en victime. Brittany continuera de prétendre qu'elle n'a jamais envoyé ce message menaçant. Et je continuerai à vivre ma vie, à élever ma fille, à construire ma famille avec des gens qui ont choisi d'être présents plutôt qu'avec ceux qui ont exigé l'accès par droit du sang. Parce que c'est la vraie fin de cette histoire. Pas la vengeance, pas la justice, pas même la paix. Juste la continuation obstinée et déterminée d'une vie qu'ils ont essayé de faire dérailler. Juste une mère et une fille créant des souvenirs qui n'ont rien à voir avec quiconque nommé Morrison. Juste nous, ensemble, exactement comme cela aurait dû être depuis le tout début.